Placement. Cédric Decoeur. Je vais quand même vous le dire, ce prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 et ce sera alors Delphine Liu qui vous apportera son 12-30. C'est une demi-heure d'information en direct. Nous, c'est toujours Intégral Placement et on répond maintenant à vos questions avec Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. Le magazine Le Particulier à nos côtés. On est parti ? Allez, Vincent est à Lyon, il a une assurance vie en ligne, un compte dans une banque à distance et en voulant accéder à son compte, un questionnaire électronique s'est ouvert. Il ne pouvait plus accéder à ses comptes sans répondre aux questions, des questions qu'il a trouvées très indiscrètes. Est-ce que tout cela est bien normal ? Alors, la méthode est un peu radicale, mais elle a un fondement qui est celle du devoir d'information et de conseil de la banque. En fait, ils ont l'obligation. Toutes les banques ont l'obligation de s'informer sur le profil de leur clientèle. Et pour ceux, la clientèle est obligée de remplir un questionnaire, soit à l'ouverture du compte, soit assez régulièrement pour faire une mise à jour en fait des informations dont la banque dispose. D'ailleurs, très récemment, l'autorité de contrôle prudentiel, c'est ce qu'on appelle l'ACP et l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ont adopté un texte commun pour rappeler aux professionnels cette obligation et les bonnes pratiques en matière de questionnement de leur clientèle. Ils ont notamment rappelé cette obligation et la nécessité de faire une piqûre de rappel assez régulière. Alors là, on est dans une technique un peu limite quand même de la part de cette banque parce que les questionnaires n'ont jamais pour effet d'empêcher un client on a tous reçu à leur compte. Ce courrier papier on le reçoit régulièrement quand on va à son agence. Des fois, il nous demande des renseignements supplémentaires. Là, l'ennui pour cette banque en ligne, c'est que tant que vous n'avez pas rempli le questionnaire, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Donc là, on est franchement dans un abus, en fait, sur la pratique du questionnement. Donc la solution. Aujourd'hui, la seule solution dont dispose notre auditeur, c'est d'alerter directement l'ACP ou l'AMF via leur plateforme commune qui s'appelle ABE Info Service, donc il trouvera ça sur Internet, ou de saisir le médiateur de la banque pour modifier les conditions de questionnement pour que, même si il n'a pas envie de remplir le questionnaire, il puisse quand même accéder à ses comptes. Parce qu'il faut juste rappeler que le questionnaire, il ne peut pas empêcher la banque de vous délivrer un service. Il peut juste... Ça dégage sa responsabilité. Et on est obligé de répondre à ce questionnaire quand on le reçoit ? On n'est pas obligé de répondre. Si vous ne répondez pas, la banque, la seule chose qu'elle ne pourra pas faire, c'est vous proposer des produits. C'est tout. Donc vous n'êtes jamais obligé de remplir ce questionnaire et ça ne peut certainement pas aboutir à vous empêcher à accéder à vos comptes. Voilà donc pour cette réponse très claire, Vincent, et vous avez effectivement les moyens de lui tordre un petit peu le cou. Guillaume est à Angers, sa banque lui propose, pour garantir le remboursement d'un prêt, de nantir un contrat d'assurance vie. Est-ce qu'on peut faire justement un petit focus sur le nantissement ? Oh, chouette. Ouais. Allez, alors, le nantissement, un petit peu de cas pratique. C'est les 30 secondes juridiques de la chronique. Allez-y. Donc le nantissement, en fait, c'est plutôt assez simple. C'est le fait de garantir le remboursement d'un prêt avec un capital équivalent. Et là, en l'espèce, investi en assurance vie. Ça veut dire que concrètement, vous avez un contrat d'assurance vie dont le montant aujourd'hui est équivalent au prêt ou, en prenant en compte une revalorisation éventuelle au terme du prêt, sera équivalent au montant du prêt. Vous vous engagez à porter ce contrat en garantie si jamais vous faites défaut sur le remboursement de votre prêt. Voilà, c'est ça le nantissement. En fait, c'est plutôt assez simple. C'est juste une technique de garantie. On passe par quoi ? Par la clause bénéficiaire ? On passe par la clause bénéficiaire. En fait, c'est un peu plus compliqué. Sur un contrat d'assurance vie, comme vous le faites justement remarquer, il y a une clause bénéficiaire qui dit en cas de décès, les sommes reviendront à mes bénéficiaires désignés dans le contrat. Là, en l'espèce, la clause, elle va être suspendue tout le temps du nantissement parce que si jamais vous venez à décéder pendant la durée de remboursement, en fait, la partie des sommes qui n'ont pas été encore remboursées seront prélevées en priorité sur le contrat d'assurance. Sauf que généralement, on a une assurance décès sur un contrat, sur un prêt immobilier. Là, en l'espèce, on doit être, j'imagine, dans le cadre d'un investissement immobilier. Dans le cadre de l'investissement immobilier, c'est pas obligatoire. C'est une garantie. Vous apportez une garantie et ça va servir de garantie d'essai. D'accord. Alors, ça a un inconvénient, ce nantissement. Et ça, il faut quand même avertir notre auditeur. C'est que justement, la clause bénéficiaire est suspendue. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais il vient à décéder pendant la phase de remboursement du prêt ? La banque, elle va se servir sur le contrat d'assurance vie. Et s'il y a un reliquat,
ça ne va pas aller aux bénéficiaires, vu que la clause a été suspendue. Donc le reliquat va aller dans la succession et sera taxé comme le reste du patrimoine. Donc quel est l'intérêt de faire un nantissement ? C'est plus simple de faire un nantissement pour la banque et pour l'emprunteur que de souscrire une hypothèque. Parce que l'hypothèque, ça coûte de l'argent. Le crédit logement, sinon, c'est ça, Le crédit logement ne fonctionne pas sur l'emprunt souscrit pour un investissement immobilier. Le crédit logement ne fonctionne que pour l'acquisition d'un logement principal. D'accord. Voilà. Bon, et ben donc voilà. c'est à manier avec... Instrument utile, mais à manier avec précaution. Avec précaution, ouais. Valérie, à Saint-Maur, elle va vendre un terrain à bâtir et elle voudrait savoir si elle va être redevable de la surtaxe sur les plus-values élevées. Alors, petit rappel, cette surtaxe... Ah non, vous aviez dit le truc juridique, c'est fini. Non, mais je vous explique ce que c'est que la surtaxe. C'est fiscal, c'est plus du juridique. Bon. Donc, vous savez que la loi de finances pour 2013 a mis en place une nouvelle surtaxe, dont la surtaxe sur les plus-values élevées. Dès lors que votre plus-value excède 50 000 euros, vous allez payer une surtaxe. Le montant, c'est 2% si c'est compris entre 50 000 et 100 000 euros, 3% entre 100 000 et 150, 4%, etc., etc., jusqu'à 6% pour une plus-value qui est supérieure à 250 000 euros. Je vous rappelle un peu l'histoire. Vous vous souvenez que la loi de finances pour 2013 a été censurée violemment par le Conseil constitutionnel, et notamment on en a largement parlé. Tout le pan concernant la fiscalité des terrains à bâtir. Or, il restait un jeu de renvoi, et donc on s'est posé la question de savoir si effectivement cette surtaxe s'appliquait ou non aux cessions de terrains à bâtir. En attendant une instruction administrative, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, a envoyé un courrier au Conseil supérieur du notariat pour lui dire « Je vous rassure, cette surtaxe ne s'applique pas aux cessions de terrains à bâtir. » Donc c'est un courrier qui date du 23 janvier. Jérôme Cahuzac a eu la précaution d'indiquer dans le courrier qu'il demandait au Conseil supérieur du notariat de donner à ce courrier la plus large diffusion. Donc voilà, donc nous on en fait part. Bon. Et on le trouve où, sur le site des notaires ? Vous le trouverez sur le site du particulier surtout. Sur le site du particulier, bien sûr. Mais, bien entendu. Pourquoi celui du notaire ? Bon, voilà, Valérie de Saint-Maur, si vous aviez un doute, vous pouvez consulter le site du particulier où vous trouverez le courrier de Jérôme Cahuzac. Il est 12h13 sur BFM Business. On marque une petite pause dans ses réponses à vos questions et on accueille Magali Lacrose qui vous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Magali. Bonjour. Le discours de François Hollande au Parlement européen de Strasbourg. Le chef de l'État a donné sa vision de l'Europe à 2 jours d'un sommet à Bruxelles. Il faut faire des économies dans le budget européen, mais pas affaiblir l'économie. Déclaration du président français. Le chef de l'État a également répondu à David Cameron. L'Europe est forte quand elle est unie. C'est ce qu'a souligné François Hollande 15 jours après l'annonce du Premier ministre britannique sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. 4 interpellations ce matin en région parisienne. Les arrestations sont liées à une enquête sur une filière d'acheminement de djihadistes vers le Sahel. Selon Manuel Valls, une poignée de Français sont actuellement aux côtés des groupes islamiques que les forces françaises combattent au nord Mali. Plusieurs dizaines d'apprentis djihadistes français seraient en Syrie. Au Mali, la traque des islamistes dans l'extrême nord-est se poursuit. Les djihadistes s'y sont repliés depuis la prise de plusieurs grandes villes par les armées françaises et maliennes. Le nord-est du pays où les 7 otages français seraient probablement détenus. Et justement, les forces armées qui se rapprochent de leur lieu de détention, cela inquiète les familles des otages enlevés au Niger. 4 des otages français sont détenus au Sahel depuis 2 ans et demi. On a appris également que l'ONU reprend sa distribution d'aide alimentaire dans le nord du Mali. 7 bateaux chargés de 600 tonnes d'aide sont en direction de la région de Tombouctou. Cela représente une aide pour 35 000 personnes. Les Globes de Cristal 2013, ce sont les prix décernés par les journalistes culturels. Le long métrage de Rouille et d'Os de Jacques Audiard. En tête du palmarès, il a reçu le prix du meilleur film et le titre de la meilleure actrice. C'est pour Marion Cotillard. Jérémy Régnier a lui été désigné meilleur acteur pour sa performance dans Clo-Clo. BFM Business, il est 12h14. Merci Magali. Le CAC 40, lui, est en petite hausse, plus 0,89%. L'eurodoll 1,3544. Magali, on vous retrouve tout à l'heure, juste avant le 12h30 de Delphine Liu. En attendant, on continue à répondre à vos questions. Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business.
On file à Grenoble et c'est Oscar qui nous y écoute et qui nous écrit. Sa mère lui a donné en 2008 la nue propriété de la maison qu'elle a occupée jusqu'à son départ récent en maison de retraite. Et elle souhaite désormais renoncer à son usufruit en sa faveur. Oscar veut savoir quelles seront les conséquences fiscales de cette renonciation. Alors c'est une question qui est assez sensible, hein, et le fisc veille au grain. Alors si c'est en fait ça va vraiment dépendre de l'intention du donateur. Est-ce qu'il veut donner la nue propriété, l'usufruit à son fils, ou est-ce que en fait c'est les conditions de la vie qui font qu'elle ne peut plus se charger, assumer cet usufruit. Si c'est une véritable renonciation, c'est-à-dire que par exemple la mère de notre auditeur ne peut plus assumer les charges de sa maison parce que elle doit d'abord payer sa maison de retraite et puis ses revenus ne sont pas suffisants pour entretenir la maison. Donc elle dit mais ce bien ne me sert plus à rien, je ne peux plus rien en faire économiquement, je ne peux pas le conserver, donc je vais renoncer à cet usufruit. Donc dès lors que vous renoncez à l'usufruit, le nu propriétaire récupère la pleine propriété du bien. Ça c'est indéniable. Mais s'il n'y a pas d'intention libérale, alors c'est un gros mot l'intention libérale, s'il n'y a pas d'intention de donner au nu propriétaire, le fisc ne va rien dire. Donc ça ne sera pas une donation. Donc, si c'est pas patrimonial, si c'est pas patrimonial, ça ne sera pas taxé. Il y aura quand même un peu d'impôt à payer, vous imaginez bien, hein. Ouais. Mais ça va rester très raisonnable. Il va payer 125 € parce que c'est ce qu'on appelle le droit fixe. Et puis, il y aura les taxes de publicité foncière, c'est 0,815% du montant du bien. Donc tout ça, on est bien en deçà des 20%, on va dire, en moyenne, des droits de donation. Par contre, si le fisc arrive à prouver qu'il y a une intention de donner, que finalement, la mère pouvait conserver le bien, elle pouvait continuer à l'entretenir, et qu'en fait, elle a juste envie de céder l'usufruit du bien pour que son fils puisse l'occuper à son tour ou le mettre en location, là, elle va se saisir de l'opération, elle va dire attention, c'est une donation, donc elle sera taxable. Donc clairement, on prouve comment avec en montrant que la mère ne peut pas subvenir à ses besoins. D'accord. Si par exemple l'enfant... On fait un tableau effacer et sourire, les dépenses, les revenus et... Voilà, si l'enfant par exemple aide à subventionner la maison de retraite de sa mère, il est évident qu'elle ne pourra pas non plus subvenir à l'entretien de la maison. Eh bien voilà, il va falloir se mettre au boulot, Oscar. Jeanne, à Orléans, possède un livret A, un livret bleu au Crédit Mutuel. Situation, nous dit-elle, antérieure au 1er septembre 1979. Je vous laisserai nous expliquer pourquoi cette date a éventuellement son importance. Elle n'a clôturé aucun de ces deux livrets, mais elle a tout de même transféré son livret bleu d'une agence Crédit Mutuel à une autre dans la même ville, à savoir donc Orléans. Est-ce qu'elle peut continuer à détenir ces deux livrets ou bien est-ce que c'est une fraudeuse ? Ah, Jeanne à Orléans, c'est drôle, non ? Ouais. Bon. Oui. Je pense pas que ça se fait exprès, mais c'est vrai qu'en principe, vous n'avez pas le droit de détenir deux livrets A, ou deux livrets bleus, ou un livret A, un livret bleu. Le livret bleu, c'est la même chose qu'un livret A, hein, mais sauf que c'est le Crédit Mutuel qui le distribue. Ça, c'est interdit, mais ça d'ailleurs, ça a toujours été interdit. Il y a une exception, effectivement, c'est avant la fameuse date du 1er septembre 1979, vous aviez le droit d'ouvrir un livret bleu au Crédit Mutuel et un livret A. Si ces deux livrets ont été ouverts avant cette date, et que vous les avez toujours, vous avez le droit de les conserver. Alors après se pose la question du transfert. Vous savez que depuis maintenant quelques années, le livret A n'est plus distribué exclusivement par la Caisse d'épargne ou par la Poste. Ou par le Crédit Mutuel. Ou par le Crédit Mutuel pour le livret bleu. Mais par l'ensemble des établissements bancaires. Et il est assez fréquent, hein, je pense que même votre banquier, s'il est un peu sagace, hein, il a dû vous dire, mais pourquoi vous conservez votre livret A à la Poste, vous n'avez pas votre compte, transférez-le chez nous. Si vous transférez votre livret A, c'est assimilé par l'administration fiscale comme une rupture du contrat et l'ouverture d'un nouveau contrat, d'un nouveau livret A. Ce qui veut dire que, en fait, vous avez ouvert un de vos deux livrets après cette fameuse date du 1er septembre 1979 et vous ne pouvez plus détenir les deux. Bon. Alors, Jeanne... Mais elle, d'un Crédit Mutuel à un Crédit Mutuel, voilà, c'est quand même pas le cas. Elle a juste changé d'agence. Ouais. Donc, c'est juste un transfert d'agence, c'est pas un transfert d'établissement. Donc là, elle peut conserver les deux. Allez, il nous reste 30 secondes pour essayer de répondre à une dernière question. Jean-Pierre, à Saint-Étienne, il a remarqué que certains fonds en euros avaient encore rapporté plus de 4% en 2012. Est-ce qu'il faut se ruer sur ces fonds ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces fameux fonds qui ont rapporté 4% ? En fait, ce n'est pas des fonds en euros classiques, ce sont ce qu'on appelle des fonds dynamiques.
C'est-à-dire qu'ils ont une gestion active de la poche action qui fait que quand la bourse marche bien, ces fonds marchent bien. Et quand la bourse marche mal, ces fonds marchent mal. En fait, aujourd'hui, il y a 3 fonds en euros, comme ça, qui sont des fonds dynamiques. Il y a Eurosélection, il y a Elixence et Eurocite. C'est des fonds, donc le principe, il est toujours le même. En début d'année, il y a 20% de la poche qui est allouée au marché action. La bourse monte, on conserve, voire on surperforme. La bourse descend, l'assureur liquide la totalité, ce qui fait qu'à la fin, on est sûr de ne pas avoir de perte. Sauf que quand la bourse dégringole, on peut avoir des rendements proches de zéro, ce qui s'est passé en 2011 par exemple, où Eurosélection a fait 0,33 et Eurocite a fait 1,19. Il ne faut pas se faire aveugler par le miroir aux alouettes. Non, il faut juste savoir ce qu'on investit. Donc si vous pensez que la bourse va bien se tenir en 2013, on l'espère tous, vous avez tous intérêt à aller sur ces fonds-là, parce que vous saurez que vous aurez une performance qui sera légèrement supérieure au fonds euro classique, c'est de l'ordre de 1 à 1,5%. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 2,85%. Eh bien voilà, donc il faut juste avoir une conviction, en clair. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Durand-Bazin, donc rédacteur en chef du magazine Le Particulier, avec nous tous les mardis sur BFM Business. À la semaine prochaine.